Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous marché financier sur Bismart for Change. Un rendez-vous tous les soirs à 20h30 où trois experts décryptent les actualités politiques, économiques et financières. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec la semaine de l'emploi aux États-Unis et avec une question que nous nous poserons. L'économie américaine va-t-elle mieux que prévu malgré les déclarations de Donald Trump ou au contraire, ces déclarations laissent-elles entrevoir un recul de cette économie dans les prochains mois? C'est une question que nous nous poserons au travers du prisme donc de l'emploi aux États-Unis, notamment avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi. Nous avons pu constater aujourd'hui avec l'enquête ADP que le nombre d'emplois au mois d'avril est en recul plus conséquent qu'attendu sur donc le mois d'avril, et ce dans un contexte toujours d'inquiétude sur la politique commerciale américaine. On a vu, parce qu'il n'y a pas que l'emploi, on a vu également que l'indice ISM manufacturier montrait en début de semaine un léger ralentissement de l'activité économique au mois de mai, tandis que l'ISM des services qui a été publié cet après-midi entrait lui en zone de contraction. Nous tenterons de comprendre un petit peu ces chiffres en plateau et notamment d'essayer de décrypter ce qu'ils nous disent sur l'économie américaine. Nous évoquerons également la situation en Europe à la veille de la réunion de politique monétaire de la BCE dont tout le monde semble anticiper qu'elle baissera ses taux d'un quart de point demain jeudi. Une anticipation confortée par le dernier chiffre d'inflation en zone euro publié hier qui voit l'indice de progression des prix passer sous la barre des 2% pour le mois de mai. Quelle stratégie en Europe sur les marchés actions dans un contexte qui semble plus stable et sur des marchés qui semblent plus performants? C'est une autre question que nous évoquerons ensemble. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans Marché à thème, nous aurons le plaisir de revisionner l'interview de Philippe Bolopion, Managing Director responsable de la stratégie Liberty chez Tobam, qui répondait aux questions de Grégoire Favet il y a quelques jours sur la thématique « Peut-on investir dans la démocratie ?» et si oui, comment? On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec Tendance Mon Ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Pauline, les indices mondiaux résistent après l'enquête ADP. Oui, en Europe, les indices évoluent aujourd'hui dans le vert. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont en hausse de plus de 0,5%. En France, le CAC 40 évolue en hausse également de plus de 0,5%, au-delà de 7800 points. En Allemagne, le DAX inscrit un nouveau record absolu ce matin après l'approbation d'un plan d'allègement fiscal. L'indice MSCI tout pays inscrit également un nouveau record. Enfin, aux États-Unis, les indices actions ont également ouvert sur une note positive. Et donc, on parlait de cette enquête ADP. On a pris connaissance de l'enquête ADP sur l'emploi privé au mois de mai. Oui, l'enquête ADP montre que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu avec seulement 37 000 créations en mai contre 111 000 attendues. Le chiffre d'avril a été révisé en baisse de 2 000 créations. Juste après la publication de l'enquête ADP, le président Trump a interpellé Jérôme Powell sur son réseau social en l'appelant à baisser les taux. On a également pris connaissance, Pauline, de l'indice ISM Service américain. Oui, l'ISM Service américain du mois de mai ressort à 49,9 après 51,6 en avril, c'est sous les attentes. En zone euro, on a pris connaissance également du PMI Service, également pour le mois de mai. Comme attendu, l'activité des services passe en zone de contraction à 49,7. C'est la première fois depuis le mois de novembre que l'activité des services repasse sous 50. Vous suivez, Pauline, chaque jour l'état des marchés obligataires aux États-Unis. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Le rendement américain à 10 ans, qui était stable avant la publication de l'enquête ADP, s'est détendu pour s'établir autour de 4,40%. Le rendement à 30 ans suit le même mouvement et s'établit autour de 4,90%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se situe entre 2,50 et 2,55%. Sur le marché d'échange, le dollar cède légèrement du terrain face à un panier de grandes devises, ramenant l'euro-dollar autour de 1,14. On regarde à présent l'actualité des sociétés avec notamment ST Microelectronics en tête du CAC 40. Oui, l'entreprise franco-italienne de semi-conducteurs s'envole de plus de 8% au cours de la séance. Selon des informations de presse, le groupe pourrait séparer les intérêts français et italiens dans la gouvernance de l'entreprise. Aussi, les annonces de On Semiconductor portent également ST Microelectronics. Le directeur général a indiqué hier que le deuxième trimestre s'annonce encore meilleur que le premier. Le titre a bondi de plus de 10% en clôture hier et ouvre aujourd'hui en hausse de 2% à Wall Street. Et toujours
toujours au sein du CAC 40, on voit que Airbus est en hausse de 4%. Oui, selon Bloomberg, les compagnies aériennes chinoises envisagent plusieurs centaines de commandes d'avions chez Airbus. Toujours au sein du CAC 40, Carrefour cède 1% après l'annonce de la cession de 7% du capital de Carmila pour 170 millions d'euros, soit en décote de 7% par rapport à la clôture d'hier. Rémi Cointreau gagne de son côté 5% au sein du SRD, Pauline. Oui, le groupe vise un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires pour 2025-2026, mais à horizon 2030, Rémi Cointreau annonce la suspension de ses objectifs de croissance des ventes à cause de la faiblesse de la demande américaine et évidemment des droits de douane qui pourraient peser sur l'exercice en cours et après. Toutefois, l'entreprise pense que la phase compliquée est passée. Et on finit avec l'agenda de demain, Pauline. L'événement de demain, ce sera la décision monétaire de la BCE. Les investisseurs attendent une baisse de 25 points de base. On regardera aussi les prix à la production industrielle pour le mois d'avril en zone euro et la balance commerciale américaine du même mois. Voilà, donc c'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour. Merci, Pauline. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Planète Marché. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les actualités de la Planète Marché. 3 experts nous accompagnent ce soir sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Léa Dunant-Châtelet. Bonsoir Léa Dunant-Châtelet. Bonsoir. Vous êtes gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA. On a le plaisir d'accueillir également Alexandre Baradez. Bonsoir Alexandre Baradez. Bonsoir. Vous êtes chef analyste chez IG. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir également Benoît Vesco. Bonsoir Benoît Vesco. Bonsoir Nicolas. Vous êtes président de Delubac Asset Management. On va peut-être commencer avec vous, Benoît Vesco, avec une question assez large pour essayer de comprendre un petit peu votre vision des marchés ces dernières semaines. Ça fait un peu plus de 2 mois que Donald Trump a annoncé pour la première fois ses tarifs, puisqu'après on a vu qu'il y a eu une succession de déclarations et on a vu des réactions sur les marchés actions qui sont allés dans un certain sens, un peu plus de stress sur l'obligataire. Comment est-ce que vous vivez cette séquence depuis 2 mois ? Qu'est-ce qui vous alerte aujourd'hui sur le marché, alors qu'on a l'impression justement que les marchés actions ne semblent plus alertés par grand-chose à l'heure actuelle ? C'est vrai, alors c'est plutôt une bonne nouvelle en tant qu'investisseur. On a eu cette phase d'abord d'inquiétude et de stress, mais c'était bien la stratégie de Trump. C'est bien comme ça qu'il conçoit ces négociations. Et puis ensuite, cette phase de soulagement ou de baisse d'inquiétude, puisqu'on voyait qu'entre ce qu'on annonçait et le paroxysme, c'était les négociations avec la Chine, qui aboutissait à un blocage total des relations commerciales, ce qui devenait effectivement un scénario très noir. On voit bien qu'il y a un retour à la raison, ça soulage les marchés actions en particulier, ça les rassure, on revient dans quelque chose de supportable. Alors on parle plutôt maintenant de 10-15% de droits en moyenne, attention aux cas particuliers, mais c'est plutôt ça. Donc c'est supportable pour les marchés actions. On va passer à l'étape suivante sur les marchés actions. Donc on a géré ce qu'on appelle plutôt pour les marchés actions US, moi je le verrais plutôt comme un espèce de plateau, une période un peu de stabilisation, d'observation. Quel est l'impact sur l'économie réelle ? Vous l'avez dit en introduction, on commence à regarder, on voit des indices quand même qui montrent un effritement. Donc il va falloir le regarder sérieusement. Mais parce que c'est là où c'est ce que je trouve intéressant, c'est que les marchés normalement peuvent jouer aussi comme anticipateur quelque part de ce qu'on pourrait voir sur l'économie demain, et on a d'un côté des experts qui nous disent on ne voit pas encore dans l'économie réelle l'impact des prises de parole de Donald Trump et des décisions de Donald Trump sur les derniers mois, et en même temps on a des marchés qui semblent accepter finalement toutes les déclarations comme si on allait vers une dynamique positive, ou en tout cas vers une dynamique pas plus négative qu'aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, quand on regarde vraiment les marchés actions, et je crois qu'il faut bien segmenter sur les différents marchés, mais les marchés actions sont en phase d'attente, puisque le principe du gouvernement Trump, c'est d'être imprévisible. Donc on voit bien qu'on revient sur quelque chose de supportable, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc on n'est pas non plus en train de repartir à la hausse de manière vigoureuse sur les marchés américains, parce qu'on voit bien que quand même, regardons les prévisions du FMI, les récentes prévisions de l'OCDE vont toutes dans le même sens. C'est quand même une révision à la baisse de la croissance mondiale. C'est une révision à la baisse de la croissance US qui est plutôt le grand perdant de ce scénario-là. Donc on est bien quand même dans cette guerre commerciale, dans un jeu perdant-perdant. Il ne faut pas l'oublier. Alors c'est pas une récession aux États-Unis, c'est un ralentissement. C'est pas du tout la même chose. D'accord. Donc pas de panique, plus de panique sur les marchés US, actions, mais une phase d'attentisme et d'observation pour voir si ce scénario de quelque chose de supportable se confirme bien. Maintenant, vous l'avez dit, il y a d'autres alertes et d'autres signaux. Les marchés obligataires, la devise américaine,
qui eux sont plus vigilants et ont un scénario beaucoup plus prudent et voire même inquiet. Donc ça, oui, bien sûr. Notamment sur la dette américaine, sur les marchés obligataires américains, où là, le signal n'est pas exactement le même. Il y a une vraie inquiétude des investisseurs. Il y a clairement un sujet. Il est simple. On est dans un scénario, quand on le voit économiquement, baisse de la croissance et hausse des perspectives inflationnistes. C'est pas le bon scénario pour un banquier central. Si c'est pas le bon scénario pour un banquier central, qu'est-ce que peut dire le marché obligataire dans ce scénario-là, d'autant plus que le gouvernement Trump va devoir mener la suite de sa politique, qui est une politique de soutien fiscaux, de cadeaux fiscaux. Bien sûr, cette fameuse Big Beautiful Bill, effectivement, qui étend les crédits d'impôt de son premier mandat, enfin qui voudrait en tout cas étendre, qui est en discussion au Sénat à l'heure actuelle. Exactement, et là, mauvais scénario pour le marché de la dette, encore une fois, c'est-à-dire que on l'a vu récemment, des programmes de cadeaux fiscaux non financés ou pas bien financés, c'est pas du tout ce qui plaît au marché de dette américaine, et il y a toujours un impact sur les marchés obligataires mondiaux. Donc là on voit bien qu'il y a encore des sujets d'inquiétude, ils sont plus latents, et le rempart des marchés obligataires, c'est un rempart qui sera extrêmement puissant face au gouvernement. Ça, je pense que là il y aura quelque chose à surveiller. Alexandre Baradez, même question. Moi j'aimerais comprendre. Il y a 2 mois, effectivement, ce fameux Liberation Day, Donald Trump a annoncé un certain nombre de droits de douane. Alors effectivement, le tribunal de commerce international aux États-Unis l'a retoqué récemment, ce qui laisse entendre que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que prévu et que ça tentative de négociation, si on le voit comme ça, va être un petit peu mise à mal quelque part. Mais les droits de douane, ça concerne en premier lieu, en ligne de front, les entreprises. Aujourd'hui, on voit que ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui s'inquiètent sur la dette américaine, sur le financement du programme fiscal de Donald Trump, plus que sur l'impact dans les résultats des entreprises. C'est quand même un peu contre-intuitif quelque part. Oui, c'est contre-intuitif, mais pour rebondir sur ce que disait Benoît là-dessus de ses propos, c'est la question de la perception du marché aujourd'hui. Effectivement, le marché obligataire envoie des signaux, et effectivement, il y a une alerte sérieuse au mois d'avril, dollar qui baissait très fort, les obligations US qui baissaient très fort, et le marché action qui a connu une volatilité à 60, qui sont des niveaux au Covid ou subprime. Donc mais qu'on n'a plus aujourd'hui. Qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais pour autant, le marché obligataire n'est pas dans le même sens que le marché action ces derniers temps. Donc effectivement, il y a quand même un sujet dette, soutenabilité de la dette, plus la dégradation de Moody's, donc, qui est venu mettre le doigt là-dessus. Un dollar qui n'a pas repris beaucoup de couleurs non plus, j'aurais des l'euro par rapport au dollar, même le dollar index globalement, ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a l'impression que le cavalier seul se fait sur les actions. Même les commodities n'ont pas tant bougé que ça. Le pétrole reste toujours vers les $60 et quelques. Il n'y a pas de rebond du cuivre, de proxy sur la Chine plus haussier que ça. Donc l'impression, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de partie de bras de fer dans le marché entre certains acteurs qui étaient présents, peut-être avec des visions plus moyen terme, peut-être du retail qui est rentré en disant mon 20% je rentre, très probablement ça, peut-être une partie de fonds aussi qui a peut-être du cash et qui est rentré, mais le sentiment que beaucoup ne sont pas rentrés là-dedans, et ça donne une espèce de rallye, les rallyes un peu détestés, on traduit ça en anglais, mais c'est les rallyes où si on n'est pas dedans, on n'aime pas voir le marché partir sur nous parce qu'on et moi je fais partie de ces gens-là qui considèrent qu'on allait au-delà de la capacité de reprise normale et saine dans ces conditions-là, et parce qu'il y a le gros point d'interrogation, je crois que tout le monde l'a vu, c'est que vous avez des soft data, donc des données, des enquêtes qui sont plutôt même très nettement baissières depuis plusieurs mois, des données hard qui se maintiennent à peu près, et la question c'est qui converge vers qui. Est-ce que effectivement c'est la macro qui commence à ralentir un peu, et cet après-midi on a l'impression d'avoir eu de nouvelles indications par rapport à ça. Effectivement, ADP, alors c'est sûr que le juge de paix c'est le rapport sur l'emploi, mais ADP, ça fait quand même 2 mois d'affilée que le chiffre ADP n'est pas terrible. ADP, c'est pas fait au doigt mouillé. C'est une grosse entreprise américaine qui gère la partie un peu d'externalisation de paix ou autre. Donc il y a une bonne vue quand même sur le marché de l'emploi et qui a ses chiffres. Et si 2 mois d'affilée, vous avez des chiffres un peu moins bons, il faut y prêter attention. Les inscriptions au chômage hebdomadaire sont un peu remontées la semaine dernière. Et puis là, vous l'avez dit, l'ISM, c'est quand même un sacré décalage par rapport au consensus. L'ISM service, c'est quand même le nerf de la guerre, les services. 3/4 de l'économie américaine, c'est des services. Et je lisais en plus que sur l'ISM Service, il a été en zone de contraction 4 fois depuis la reprise post-Covid. Oui, on y a été effectivement à chaque fois, c'est des touchettes et on repartait. Mais sauf que la moyenne quand même des publications sur l'ISM ont été encore à 55, 56 il y a quelques mois. On voit que c'est quand même en train d'atterrir. Alors, effectivement, le soft landing, c'est peut-être ça, et c'est même probablement ça. Mais la question, c'est du coup la valorisation, parce que oui, les marchés ne sont pas l'économie directement au jour le jour, mais quand même, on a des indicateurs d'enquête qui montrent une inquiétude qui est là chez les consommateurs, peut-être un peu exagérée, mais qui est quand même présente. Les entreprises nous envoient aussi des signaux
secteur manufacturier, on l'a vu l'autre jour, maintenant secteur des services, et à chaque fois c'est la même chose, c'est les nouvelles commandes qui se tassent et les composants de prix qui montent. Donc à un moment donné, à quel moment l'investisseur raisonnable se dit, est-ce que j'ai pas trop payé avant de voir, et c'est un peu là, moi, que je tique, parce que je trouve qu'à 21 fois et demi les bénéfices anticipés sur l'ASP 500, c'est grosso modo le niveau que vous aviez en fin 2024 dans l'euphorie post-élection, quand on parlait seulement de baisse d'impôts et de dérégulation, et qu'on ne parlait pas encore trop de guerre commerciale. Donc on revient dans cet état d'esprit-là, alors qu'il y a bien une guerre commerciale depuis. Donc voilà, je trouve qu'il y a un peu de complaisance actuellement sur les actions. Donc pas beaucoup de drivers selon vous pour la deuxième partie de l'année sur les marchés actions, si je comprends bien. Alors après, ça peut continuer à progresser quand même, mais en tout cas, vous identifiez pas de driver. Je ne vais pas faire trop long, mais l'avis de Benoît à ma gauche, c'est le côté effectivement plutôt plateau, c'est-à-dire que même le DAX à 19 fois les bénéfices, il faut quand même s'arrêter un peu, voilà, pour que ce soit 5, qu'on n'aille pas dans un schéma de bulle qu'on avait finalement un petit peu avant que ça ne se normalise en avril. Donc il faut faire une pause, il faut consolider maintenant. Léa Dunon-Châtelet, je vais citer Alexandre Baradez, il faut faire une pause sur les marchés actions. Je partage totalement, et pour remettre dans le contexte des actions précisément, c'est vrai que le rebond, faut le rappeler, il a été très fort aux États-Unis. On est entre 5 et 7% selon les indices, 9 pour le Nasdaq sur le mois de mai. C'est plutôt 5-6 en Europe, donc le rebond a été plus fort aux États-Unis. Principalement parce qu'effectivement cet effet d'annonce des barrières douanières s'est évaporé et a finalement laissé de côté l'hypothèse d'une récession aux États-Unis. Donc ça a rassuré les marchés. Et puis il y a eu, on n'en a pas parlé encore, mais toute la saison de résultats, de publication de résultats du premier trimestre. Excellente. 80% des entreprises aux États-Unis ont publié au-dessus finalement des attentes, à peu près 60% en Europe. C'est presque l'un des meilleurs crus qu'on ait eu depuis très longtemps. Et dans des secteurs vraiment très diversifié. Donc ça a rassuré. Par contre, effectivement, la complaisance, moi je la vois dans d'autres aspects, c'est-à-dire un peu le forward-looking, à la fois des entreprises elles-mêmes qui, au moment de ces publications, nous ont quand même dit il y a quelques éléments de visibilité qu'on n'a plus. Alors, ça concerne la devise et les effets de devise. On sait très bien, on l'a vécu post-période Covid, que quand les mouvements de change sont assez brutaux au niveau mondial, eh bien, ça va avoir des impacts assez forts sur les niveaux de chiffre d'affaires et croissance de chiffre d'affaires. Les entreprises l'ont dit. Il y a évidemment l'impact des barrières, parce qu'en fait, les barrières douanières sont certes beaucoup moins importantes que prévu, mais elles sont quand même plus importantes qu'avant. Puis on n'est pas que dans les effets d'annonce, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont là à l'heure actuelle. Ça change, mais il y a quand même des entreprises qui doivent se fournir tous les jours et donc passer des commandes tous les jours. Tout à fait. Donc du coup, tout ça fait que entre les entreprises qui nous ont dit j'arrête finalement de donner des prévisions parce que pour l'instant, je n'ai pas cette visibilité-là, et celles qui ont revu à la baisse leur guidance, je dirais que la deuxième partie de l'année va, à mon avis, être un peu plus compliquée. Et quelque part, ce que le marché attend, donc je rejoins cette notion de plateau, le rebond, il était presque technique quelque part, moi je le ressens comme ça, et aujourd'hui, pour mettre à nouveau un coup de boost, il va falloir de très bons résultats premier semestre ou Q2, et je ne suis pas certaine que ce sera la tendance. Et peut-être un dernier aspect par rapport à ça, il ne faut pas oublier qu'une grosse partie de la hausse se fait sur un nombre de secteurs extrêmement concentrés. Donc là aussi, dans les arbitrages, il va falloir aller regarder peut-être d'autres secteurs qui ont été beaucoup délaissés. C'est vrai qu'à part les financières et la défense dans la partie industrie aujourd'hui, le reste est assez atone, et je pense notamment au secteur de la santé, etc., qui a été malmené. Donc il y a en plus au sein finalement des secteurs de la cote des véritables disparités qu'il va falloir observer. On peut d'ailleurs en parler maintenant. Léa Dunon-Châtelet, vous êtes directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Hier, on a vu que Rheinmetall entrait dans l'Eurostoxx 50, ce qui chassait en plus Kering, pas n'importe qui quand même, c'est une grande valeur du luxe, le luxe qui a été un moteur de croissance et de performance du CAC 40 pendant très longtemps. Qu'est-ce que ça nous indique sur de potentiels drivers de performance sur le reste de l'année, et comment est-ce qu'on regarde ça quand on fait de l'investissement responsable, Léa Dunon-Châtelet ? Alors, deux choses, effectivement. La première, c'est que comment on le regarde et comment on l'interprète, je crois que ça explique très simplement quels sont les catalystes des 18 prochains mois, on va dire. C'est le financement, effectivement, d'un secteur qui est la défense aujourd'hui. C'est les plans de relance en Allemagne, dont effectivement une partie aussi pour la défense en Allemagne. Donc, quelque part, c'est pas une surprise de voir apparaître ce titre qui a effectivement déjà explosé en termes de performance, et c'est pas le seul, qui rentre dans la cotation effectivement de l'Eurostoxx. Et à l'inverse, c'est là où l'image est intéressante, le luxe ressort. Le luxe, un peu comme la santé, c'est les secteurs qui ont fait les beaux jours des indices européens pendant une dizaine d'années. Ça s'est arrêté il y a 2 ans, maintenant 3 pour la santé. Et on a l'impression qu'on est en train de rentrer presque dans de la deep value. Il y a plusieurs choses. Alors la santé est en train de devenir de la value, mais complètement value. C'est assez... Et ne joue plus son rôle défensif
en plus dans les périodes de stress de marché. Le secteur, pour moi, du luxe, c'est un peu différent. C'est un secteur dans lequel le pricing power, vous parliez tout à l'heure qu'en fait, finalement, les croissances des bénéfices, et notamment, si on prend la partie chiffre d'affaires pour commencer, avant de parler des résultats, se font à travers des passages de prix. C'est ce que le luxe a fait pendant des années, notamment post-Covid. Ouais. Et là, ils en payent un peu le prix. Ils en payent un peu le prix avec des changements de mentalité. Et là, on vient au sujet ESG, qui sont pas négligeables. On voit comment le luxe est malmené, notamment en Asie, qui était quand même son premier, je dirais, sa zone géographique de croissance forte, parce que à la fois les pratiques, mais également finalement le branding n'est plus aussi présent. Vous parliez de Rémi Cointreau, Pernod Ricard, c'est un peu la même chose. Donc oui, là il y a un renversement, un bouleversement qui s'opère et qui va à mon avis être durable. Quant à l'ESG, eh bien, je crois que on en a déjà beaucoup parlé. Moi, ma position là-dessus, c'est celle de l'investisseur. Je pense que c'est des sujets idéologiques. C'est pas un sujet d'ESG. Les entreprises de la défense ont des approches en matière de durabilité qui sont excellentes. Je pense à des entreprises comme Thales, par exemple, en France, qui sont parmi les pionniers, qui ont vraiment une approche sur l'éthique dans leur secteur et sur la mise en œuvre des enjeux, y compris décarbonation et autres, qui sont très très bons. Après, vous avez des clients qui en veulent, d'autres qui n'en veulent pas. C'est totalement indépendant de l'ISR. Plus idéologique qu'ISR, si je comprends. Oui. Bon, Benoît Vesco, je réagis sur ce que nous disait Léa Dunon-Châtelet sur la santé qui est value. Si on parle un petit peu, si on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, hier sur ce même plateau, il y avait un des intervenants qui disait la value aujourd'hui, elle est sur les marchés européens et plus spécifiquement sur les small et mid. C'est là où il faut aller chercher de la performance. Il faut regarder encore les marchés européens aujourd'hui si on veut de la performance et profiter de ce moment-là. Alors, en tout cas, quand on regarde l'Europe, là encore, en distinguant bien ce qui se passe entre les États-Unis et l'Europe, l'avantage de l'Europe, comparativement, est qu'il a deux moteurs, tels que je les vois, assez clairement identifiés. Le moteur de court terme, qui est le soutien de la Banque Centrale Européenne. C'est clair, on est dans une politique de taux bas, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Oui, puisque demain, à la réunion de la BCE, personne ne semble contredire l'avis du marché qui est de dire qu'on aura une baisse de 25 points de base. Il n'y a pas de sujet, et donc ça va continuer, ça arrêtera à un moment donné, mais on a bien ce moteur à court terme, et puis on a ce moteur moyen terme, Léa l'a évoqué, de cette politique de l'investissement mise en place par l'Allemagne, et puis en partie par l'Europe, qui va se mettre en place donc et qui sera un moteur très vertueux. Et là-dessus, je dirais que le cas d'investissement de l'Europe, il est assez clair. Et il a le mérite d'être potentiellement assez diversifié. Et c'est pas uniquement la défense, c'est beaucoup plus large. Ça va être la technologie, ça va être l'efficacité énergétique. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui vont se déverser. Et là, on retrouve beaucoup de types de valeurs et de différentes tailles. Donc c'est plutôt assez vertueux pour l'Europe. Après, il ne faut pas quand même occulter que le marché américain reste le marché leader, le marché directeur, et qu'il va falloir quand même passer par une phase de réponse à un certain nombre de questions aux États-Unis sur la politique du gouvernement. Qu'est-ce que va mener le gouvernement Trump comme décision? Qu'est-ce qu'il va mettre en place comme décision? Quels seront les impacts sur l'économie réelle et la microéconomie, la réalité des entreprises? Et ça va être quand même un sujet c'est un doute qu'il faut qu'on lève, et on le voit bien dans le comportement des marchés. Ce doute-là, il n'est pas encore levé. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va suivre les prochaines publications de résultats des entreprises, qu'on va faire plus de stock picking aux États-Unis, qu'on parle de prudence aujourd'hui sur les marchés américains ou pas? Parce que quand on voit la performance des marchés au global, finalement c'est plutôt bon à l'heure actuelle. Tout à fait, on a plutôt une vision positive pour la fin de l'année sur les marchés actions US, Europe, parce que on n'est pas en récession, on a pu le craindre à un moment donné. On se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas en récession. On a quand même un recul du PIB, alors léger, de 0,3% au premier trimestre. On est en plus faible croissance, mais l'avantage aussi aux États-Unis, c'est probablement la fin de l'hyper-concentration des indices, où vous aviez quelques valeurs qui faisaient toute la performance, ce qui n'était pas sain. Et pour prendre l'exemple tout à l'heure d'Alexandre, on suivait le marché US parce qu'il fallait suivre et qu'il était extrêmement performant, mais on savait tous qu'il était beaucoup trop concentré. Donc on revient sur une concentration de portefeuille, effectivement de stock picking, beaucoup plus saine, où on peut faire notre travail et qui va éviter probablement, qui sera plutôt un gage d'éviter des grands drames sur telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur, qui peuvent arriver sur des décisions qu'on ne maîtrise pas totalement pour le moment. Alexandre Baradez, est-ce que c'est la fin des... alors je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais beaucoup aiment la gestion passive, les ETF, MSCI World ou autres. On avait cette idée que quand les marchés montaient, effectivement, il suffisait de suivre le marché et puis tout allait bien. Est-ce que là, on rentre dans une phase plus incertaine et donc avec... on a vu par exemple les résultats de Nvidia il y a quelques jours, c'est encore mieux qu'attendu.
Ça réagit évidemment, mais on a l'impression que c'est plus la seule information que les investisseurs ont envie de regarder, quoi. Oui, alors ça, sur la partie ETF, je pense pas que les investisseurs, en tout cas les nouveaux entrants depuis le post-Covid, il va y avoir beaucoup de particuliers, qu'ils changent de philosophie d'investissement parce que je pense qu'il y a une prise de conscience plus profonde, plus structurelle sur les questions de retraite, par capitalisation, les questions de dette en France aussi, je pense qu'il y a des questions sur la viabilité du niveau des retraites. Donc il me semble qu'il y a une prise de conscience profonde des investisseurs retail, notamment en France, et qui va continuer à tirer la thématique investissement. Ça, je pas trop de crainte par rapport à ça. Après, c'est vrai que l'approche en termes d'analyse pour les indices, effectivement, on a par exemple Apple aujourd'hui, à une époque tout montait en même temps, les 7 magnifiques ou les 5 ou 6 avant Nvidia, c'était très très corrélé, c'est les mêmes types de mouvements qu'on avait. Oui, c'était le secteur de la tech, c'était les très gros de la tech. Exactement. Oui. Là, vous avez Microsoft, après une baisse qui en 2 mois est revenue sur ses niveaux records, vous avez Apple qui est toujours sur les plus bas de plusieurs mois, Nvidia qui est plutôt enfin dans une zone consolidante, qui fait un peu bien aussi parce que voilà, on corrige un peu les excès. Mais pour autant, c'est vrai qu'il y a moins de sensibilité à cette très très grosse valeur de la part des indices, mais pour autant, ces dernières semaines, ça a quand même pas mal joué. Microsoft qui est reparti en pleine bille vers le nord, ça a quand même lifté le S&P, le Nasdaq sur des niveaux qui sont où les valorisations moi m'interpellent vraiment parce que effectivement on a l'impression que pour le PIB, si on regarde les éléments de PIB, premier trimestre, des éléments surtout liés à la balance commerciale avec cette déformation liée à des importations massives, donc le revers, mais le bon revers de la médaille, T2, c'est qu'effectivement ça va se normaliser, de l'élastique on va l'étendre de l'autre côté. Mais il me semble, et c'est ça que la Fed essaie de voir d'ailleurs, c'est de lire à travers ce bruit finalement court terme. Ce qui va compter ensuite, le OS2, ce que disait Léa, ça va être plutôt la partie consommateurs et investissement des entreprises. C'est les grosses composantes du PIB également. Une fois qu'on aura réglé ces effets de balance commerciale, quelle sera la petite consommation pour les Américains, alors que les taux, et on le voit sur la dynamique, on n'en parle pas trop de ça, mais le marché immobilier américain, il faut regarder les dynamiques de l'indice de refinancement hypothécaire ou autre, mais on est sur des niveaux qui sont en dessous des niveaux qu'on a connus par les subprimes. C'est-à-dire à quel point, je ne dis pas que le nombre de transactions ou autre est similaire, mais la dynamique du refinancement ou autre, elle est à l'arrêt sur les projets immobiliers aux États-Unis, parce que les taux sont élevés, et des taux longs qui restent élevés, nous on voit ça sous le prisme, attention à l'effet des taux par rapport aux actions, mais c'est avant tout attention à l'effet des taux sur l'économie réelle américaine, sur les coûts de crédit consommation, coûts de crédit immobilier, et les Américains n'ont plus ce matelas qu'ils avaient post-Covid d'épargne excédentaire, et c'est là que moi je trouve que le buy the dip est un peu dangereux cette fois-ci, parce que autant le buy the dip Covid, vous avez des taux réels négatifs, vous aviez une liquidité ultra abondante des banques centrales et des taux zéro. Là, le dip s'est fait, mais sans aucun soutien des banques centrales. À part oui, la BCE qui baisse, mais il n'y a pas d'injection massive de quantitative easing ou autre, et la Fed est toujours en train d'ajuster son bilan et ne baisse pas les taux. Donc c'est ça la différence pour moi, c'est que le moteur qu'on avait sur les dips précédents, même le dip 2018-2019, il s'était fait parce que la Fed avait commencé à pivoter un petit peu et remis la liquidité à un moment donné. Là, c'est pas le cas. Donc d'où vient la liquidité, quoi? Donc d'où vient l'argent sur les marchés? Des convictions, mais qui sont motivées par des éléments qui me sont un peu étrangers. J'allais compléter sur une chose, parce que c'est peut-être là où on arrive enfin dans un marché qui est sain. Parce que le marché ne réagit pas sur des politiques monétaires et effectivement du quantitative easing, mais réagit sur des politiques budgétaires. C'est une super bonne nouvelle. Ça fait combien de temps qu'on attend des politiques budgétaires, des vraies politiques budgétaires? Moi, je trouve ça super, et en particulier en Europe. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis aussi, soit avec, alors, on n'a même pas parlé de l'IRA, mais l'IRA a été revoté. Finalement, on le savait que ça serait revoté. Il y a eu énormément de bruit, et donc là, c'est des dépenses assez importantes qui avaient déjà été amorcées par beaucoup d'industries aux États-Unis. Effectivement, la partie fiscale, l'Allemagne en a parlé aussi, la partie fiscale. Donc c'est beaucoup plus simple qu'avant, quelque part. Si c'est ça le rebond que les marchés jouent, je le trouve en tout cas beaucoup plus cohérent par rapport aux fondamentaux. Donc, avec quand même une inquiétude aux États-Unis sur la partie fiscale qui reste concrète là depuis quand même plusieurs jours et on va quand même normalement, on a quand même l'impression qu'on va vers plus de dépenses de l'État américain, donc plus d'endettement de l'État américain. Oui. Ça doit quand même nous inquiéter un petit peu. Ça c'est sûr, mais de toute façon, c'est tout le problème là de la mandature de Trump, et qui va durer, hein, évidemment. C'est des effets d'annonce dans tous les sens, dont on va avoir toujours du mal à savoir s'il y aura une concrétisation ou pas à la fin. Force est de constater depuis les 6 mois de son élection, on va dire, pour résumer, que la plupart de ce qu'il a annoncé n'a pas fonctionné. Ouais. Et a fait beaucoup de bruit en termes de volatilité sur les marchés, mais aussi sur des secteurs, puisqu'il tape régulièrement sur différents thèmes, et le thème est embarqué. Peut-être qu'on peut aussi imaginer qu'à un moment, le marché va arrêter d'anticiper, parce que ce
réalise tout simplement que finalement ces effets d'annonce ne sont que des effets d'annonce. Mais d'ailleurs, il arrête plus ou moins déjà de Eh ben réagir. oui. Mais c'est exactement ça. Ça 50% fait sur l'acier et l'aluminium, finalement, ça a réagi moins qu'avant. Voilà, absolument. Alors qu'on regarde ce que ça a fait sur la santé ou sur l'éducation il y a 2 mois, c'était totalement différent. Et je pense qu'on arrive dans cette phase-là où, en plus, si on regarde les évolutions en intraday, comme on dit nous dans le métier, c'est-à-dire comment les cours de bourse évoluent dans une même journée, on n'a plus du tout ces mouvements erratiques. Malgré les chiffres macroéconomiques, malgré les annonces via X ou Twitter. Et donc, ça veut dire que le marché est en train de reprendre un peu de recul et de se dire, bon, allez, on va laisser ça passer, mais quand ça sera concret, on mettra un prix en face. Benoît Vesco, on va continuer avec vous. Moi, j'avais une question sur la Chine quand même. Alors, on est dans une guerre commerciale entre effectivement les États-Unis et la Chine, et on a d'un côté des interdictions de vente de puces à la Chine, et de l'autre la Chine qui se rappelle au bon souvenir des États-Unis et d'autres en disant n'oubliez pas que les terres rares quand même c'est chez moi, donc faudrait pas jouer trop fort. Est-ce qu'il y a une position d'arbitre de la Chine sur les drivers de la tech sur les prochaines années, sur les performances de la tech? On se souvient aussi que les États-Unis ou même l'Union européenne annoncent des plans massifs dans l'intelligence artificielle, puis la Chine rappelle que avec beaucoup moins, on peut aussi faire aussi bien. Quelle position de la Chine sur ces sujets tech, Benoît Vesco? Oui, elle a clairement des cartes à jouer, et d'où cette position au plus fort de la négociation commerciale, un peu jusqu'au boutiste de la Chine. Quelque part, là c'est un peu ses difficultés à elle n'avait rien à perdre, parce qu'elle est quand même un peu déçue de sa consommation intérieure, et qu'il faut quand même elle a quand même besoin de ce moteur externe, et donc elle n'avait un peu rien à perdre, et elle était prête à jouer le tout pour le tout, d'autant plus qu'elle avait cette capacité de nuisance et de blocage clairement établie. D'où on en revient à un moment donné, après une phase un peu extrême, à une discussion. D'ailleurs, une capacité de nuisance, si on parle des terres rares, qu'elle n'utilise pas tant que ça au final. Qu'elle a déjà utilisé. Qu'elle brandit, mais qu'elle est quand même contente de vendre à la fin. Oui, bien sûr, mais c'est toujours un double jeu, mais qu'elle a déjà utilisé, sur lequel elle a un peu traîné pour les livraisons, ça suffit. Et effectivement, dans une guerre commerciale, c'est toujours un jeu perdant-perdant. Personne n'a intérêt à aller jusqu'au bout. Il faut à un moment donné trouver un accord des deux côtés. Donc c'est plutôt ce qui est en train de se passer. Donc là-dessus, oui, ça revient à la raison et c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas occulter que la Chine a des problèmes internes, a des difficultés structurelles qui, malheureusement, ce moteur dont on a énormément apprécié sur les marchés la vigueur pendant quelques décennies, il n'est plus là. C'est ça, clairement, les marchés l'ont. Ça, il faut l'accepter. Il n'est plus là. Il faut l'accepter, il n'est plus là. Et il faut trouver d'autres relais. Ils existent dans le monde, mais il faut trouver d'autres relais. Où ça, du coup? Oui, Léa Dunant-Châtelet. Ouais, je pense à la problématique des terres rares qui est hyper intéressante. Juste pour compléter sur ce sujet, en fait, on a l'impression que la Chine, effectivement, a la totalité de la mainmise sur les terres rares. Les terres rares ne sont pas rares, contrairement à leur nom. C'est très important. On en trouve aussi on en en Malaisie. trouve partout. Oui. On commence à explorer des pistes en France. Enfin, on en trouve partout. La seule chose, c'est que c'est eux qui les exploitent aujourd'hui. Et pour rappel, donc je pense que c'est là où le bras de fer, il est pas si dur que ça, parce que tout le monde sait qu'à un moment, on va s'y mettre pour une raison très simple, c'est que, étant donné les perspectives de croissance sur des tas de domaines comme la mobilité, l'électrification, etc. De toute façon, les besoins sont énormes. Même d'ailleurs l'intelligence artificielle, les besoins sont énormes. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui en termes de production ne suffira pas. Faut savoir donc c'est pas parce que le gros de l'offre est aujourd'hui en Chine qu'il faut s'inquiéter. C'est là où j'en viens. Et je pense qu'ils en ont complètement conscience. C'est-à-dire que c'est un bras de fer qui va pas durer très longtemps. Et les États-Unis, d'ailleurs, si on regarde le mapping des métaux, aujourd'hui, sur la partie métaux dans le secteur de la défense, ils détiennent la quasi-totalité de leur production interne. Donc, il suffit juste que les pays s'organisent, ces métaux-là ne sont pas rares, donc ça devient de moins en moins une discussion. En revanche, en termes de capacité à l'échelle mondiale, étant donné les ambitions de tous sur tout un tas de sujets, notamment celui du développement durable, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ça, c'est un autre sujet. Alexandre Bardès. Aujourd'hui, il y a quand même eu une déclaration du commissaire européen au commerce qui a dit qu'il n'allait pas laisser ses homologues chinois parce qu'on a eu la déclaration de BMW aujourd'hui qui disait que dans sa chaîne d'approvisionnement, certains de ses fournisseurs étaient impactés et avaient même dû cesser certaines activités liées à la restriction décidée donc au début de la guerre commerciale lancée par Trump par la Chine de restreindre ses exportations de terres rares. Et là, c'est BMW qui le dit, mais c'est repris encore par l'association
des constructeurs auto européens cette fois-ci, où effectivement ils tirent un sonnette d'alarme. Ils disent qu'il y a non pas les constructeurs directement chez eux, mais dans la chaîne d'approvisionnement, notamment présente en Chine, certains qui n'ont pas reçu ou qu'un quart de ce qui était prévu en termes de livraison, que du coup ça commence à tirer un peu sur les stocks. Alors effectivement, je suis d'accord avec Léa, quand je parle de marchés qui sont chers, je ne crois pas du tout qu'il faille se dire on doit rebaisser de 20 ou 30%, comme la stupeur qu'on avait en avril. C'est pas ça, c'est à quelle vitesse les marchés se repositionnent par rapport à la chronologie des événements. Par exemple pour l'Allemagne, c'est vrai qu'on a qu'est-ce qu'on n'a pas encore pricé? Le boost budgétaire, on en parle maintenant depuis déjà un bon gros trimestre. Le plan fiscal, alors ça c'est plus récent, les 40 milliards et quelques, ça c'est ce matin, ça n'a pas d'ailleurs trop réagi, mais parce qu'on sait que dans ce boost budgétaire, les Allemands enfin ont changé de dogme et de structure de raisonnement, donc c'est ça qui a aussi fait que le DAX est allé aussi haut, aussi rapidement. Ensuite, le deuxième thème, c'est le côté un peu valeur refuge, ou pas valeur refuge, plutôt la rotation qu'on observait, la désensibilisation un petit peu à l'aspect US à 100%, on est venu plus sur l'Europe, donc probablement qu'un investisseur étranger qui ne connaît pas forcément très bien l'Europe va dire bon, là-dedans c'est qui le plus gros, c'est l'Allemagne, c'est quoi son Je vais en Allemagne et je vais sur le DAX. Donc il y a peut-être un côté valeur, je dis refuge comme le Bund peut être en temps de stress, et là finalement on est tous allés sur le DAX parce que c'est l'indice où on sait qu'en plus le pays derrière a les capacités de réagir. Donc ça, il me semble que c'est déjà pas mal pricé aussi, les questions du boost budgétaire, et finalement on a peut-être oublié que l'Allemagne, et c'est nous rappelle les instituts économiques allemands tous depuis un mois maintenant, ils révisent tous à nouveau leurs prévisions pour cette année. Dans le meilleur des cas, c'est croissance nulle. Dans le pire des cas, c'est moins 0,2, moins 0,3, ce qui signerait la troisième année de contraction de l'économie allemande. C'est du jamais vu depuis l'après-guerre. Et c'est vrai, moi, je suis pas inquiet. Celui qui se dit aujourd'hui, est-ce que je dois prendre un ETF sur le DAX horizon 5 ans? Allez-y sans aucun problème. Idem pour le DAX, pour le MIB, pour le CAC, pardon. C'est la question des 3 à 6 mois qui viennent. Voilà. On a déjà intégré beaucoup de bonnes choses, mais cet aspect des terres rares sur les constructeurs auto, ça crée un peu de tension. Oui, parce qu'on a parlé des résultats d'entreprises aux États-Unis, mais il va falloir les regarder en France aussi. L'impact de la guerre commerciale, en France ou en Europe, il va être aussi sur les entreprises européennes. Oui, et puis ça qu'on dit souvent, Louis, mais l'indice national aujourd'hui ne représente plus les économies domestiques. Le CAC nous a montré qu'après la dissolution, ça va être le CAC, la dissolution française est un vrai problème parce que des changements de fiscalité qui peuvent intervenir. Donc il y a eu une sous-performance du CAC pendant pas mal de mois. Là, le DAX, on dit oui, le DAX c'est pas l'Allemagne. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le DAX, c'est encore 20 à 25% du chiffre d'affaires des boîtes qui sont faites sur le sol allemand. Le reste, c'est en Europe aussi, beaucoup aux États-Unis et en Chine. Mais du coup, on revient au même thème. Est-ce que la visibilité américaine est bonne, où on se dit, le DAX, il monte parce qu'on a une bonne vue sur l'économie américaine? On se pose ce soir les questions du hard à raison actuellement. Donc, et la Chine, c'est un peu mou. Donc, selon moi, on arrive à des niveaux à court terme de valorisation qui justifieraient d'être un peu relâchés. Je plaidrais pour des 5 à 10% de drawdown. Ça suffirait. Mais pendant quelques mois, par contre. Si c'est corrigé avec les stress et tout reprendre en 2 mois, ça n'apaise pas les valorisations. C'est juste des trous d'air qui se retendent derrière. Il faut qu'on arrive à se poser pendant 2 bons trimestres au moins, dans des ranges, des zones où finalement on ne va pas de record tous les jours, on ne se crache pas non plus. Et ça détend les multiples avec la longueur de temps, je dirais. Benoît Vesco, on parlait de la Chine tout à l'heure et je vous disais, mais alors où est la performance? Où est-ce qu'on va la chercher aujourd'hui? On peut commencer à se poser la question de manière un peu plus globale. Qu'est-ce que vous regardez sur les marchés? Alors on a beaucoup parlé de l'Europe, on a parlé des small et mid, c'est vrai qu'on aime bien regarder effectivement du côté européen. Qu'est-ce que vous regardez sur les marchés aujourd'hui et où est-ce qu'on va chercher de la performance? Oui, alors on l'a dit, Alexandre l'a rappelé, le scénario sur les marchés actions, il est plus clair sur l'Europe. Une fois n'est pas coutume, ne boudons pas notre plaisir. Donc sur l'Europe, je pense que les marchés actions, il n'y a pas de sujet, on peut être investi. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure, là encore, sur les marchés US actions, même si on peut avoir encore des épisodes de volatilité. Les choses, d'une manière ou d'une autre, s'assainiront. On espère que s'assainiront dans le calme. C'est ça qu'il faut surveiller. Et après, il réside de la valeur importante sur les marchés obligataires. Maintenant, on revient depuis 2022 sur des marchés obligataires normalisés. On a du rendement, que ce soit sur les marchés US de bonne qualité, mais aussi sur les marchés européens. On retrouve du rendement sans risque avec une bonne visibilité. Donc là aussi, on peut, de la même manière qu'on peut créer des portefeuilles diversifiés sur les marchés actions et qu'il faut le faire maintenant, on va pouvoir créer des portefeuilles diversifiés actions et obligations qui rapportent et qui jouent leur rôle avec la poche action qui stabilise, la poche obligataire qui stabilise le portefeuille. Donc ça a beaucoup. Là, on parle de crédit pour le coup. Crédit, alors plutôt crédit, parce qu'on va avoir ce petit supplément de rendement avec une bonne visibilité sur l'investment grade par exemple, où une dose de high yield peut être possible si on peut se permettre. Et puis on a toujours, si on veut être un peu plus actif, cette poche de monétaire qu'on peut activer quand on le veut. Elle rapporte moins, mais elle rapporte. Et donc là, on a ce travail de gérant actif sur toutes les classes d'actifs qui peut jouer son rôle et qui va avoir beaucoup de valeur dans les phases à venir.
Alexandre Baradez, même question. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché à l'heure actuelle? Où est-ce qu'on peut chercher de la performance? Est-ce que du coup, on reste en Europe, on boude pas notre plaisir, on est plutôt heureux de profiter La Chine, il y a quelques temps, La Chine, avant que Jacques Moulin se lance, on pensait que la Chine pouvait être à un moment donné avec des valeurs sur la tech chinoise, avant même qu'il y ait des questions commerciales qui entrent en jeu, qui ont été plutôt... Mais quand il y a pas mal de mesures de soutien comme ça l'année dernière, qui sont accumulées tout le long de l'année, puis à un moment donné, ça a commencé à faire un petit effet up comme ça, assez rapide, 20-30% sur les gros indices chinois. Je trouve que le risque que l'économie chinoise souffre complètement on a l'impression qu'ils ont quand même si c'est quelque chose qui mettra du temps à se faire, mais ils ont quand même compris qu'ils avaient besoin de renforcer un peu leur demande intérieure, parce qu'effectivement, les tensions avec les États-Unis, ça allait être quelque chose de structurel, il y aura des phases de détente et de tension, mais que ça allait rester. Donc, je trouve qu'il y a toujours des valorisations attractives sur la partie chinoise. D'accord. Effectivement, les derniers PMI... Ça sera plus le moteur de performance de la croissance mondiale, mais il y a des opportunités. Sur les marchés boursiers, oui, sur la tech chinoise, sur des indices plus larges, type Hang Seng Index, par exemple, la valeur chinoise cotée à Hong Kong. Je pense qu'un retour sur les niveaux de 2021, c'est quelque chose de 3 ans d'horizon probablement, mais c'est du potentiel encore au moins 30 à 40% de hausse. Et le risque politique en Chine, il faut quand même le garder en tête. Alors c'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'il ne s'est pas rappelé à nous, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête si on regarde les marchés chinois. Est-ce qu'ils n'ont pas appris les erreurs qui ont été faites? C'est-à-dire quand il y avait avant même le stress du marché immobilier, il y avait eu un coup de tour de vis réglementaire qui était extrêmement fort dans plein de domaines, des PDG qui avaient disparu pendant quelques temps, etc. Oui, Donc, bien sûr. ça, c'était l'effroi pour l'investisseur occidental. Pourquoi laisser nos fonds finalement sur un pays autocratique comme ça? Et les autorités ont montré qu'elles ont fait attention à ça. Elles ont, à un moment donné, quand même les flux d'investissement étrangers passaient dans le rouge en hier, on a vu des réunions se faire, on a rappelé des PDG américains venir en Chine. Donc ils ont quand même senti que le nerf de la guerre, c'est toujours pareil, c'est l'investissement, capital ou sur les marchés ou autres. Et donc voilà, je pense que ça servait un peu ils ont fait quelque chose, ils ont vu que les effets n'étaient pas terribles. Je ne les vois pas redessiner ça à court terme. Donc la Chine, pas l'Inde juste à côté dont on a beaucoup parlé, pas le Japon, plus la Chine. Ils sous-performé pendant des mois que voilà, s'il a amené les accords se sont trouvés, le yuan est quand même plutôt resté stable ces derniers temps. Il y a peu de gros mouvements, donc je trouve que les conditions sont pas mauvaises pour y aller. Léa Dunant-Châtelet, même question. Qu'est-ce qu'on regarde sur les marchés actions? L'ISR d'ailleurs se porte plutôt bien depuis le début de l'année. Plusieurs choses, effectivement, comme je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je vais aller sur d'autres thématiques. Effectivement, Action Europe déjà sur la partie action. Action Europe, et il y a quand même deux choses qui ne sont peut-être pas suffisamment pricées aujourd'hui, qui peuvent encore offrir des opportunités. La fin du conflit russo-ukrainien, parce que celui-là aussi c'est pareil, il dure, cette négociation dure, mais ça va finir par aboutir. Et il y a énormément d'idées d'investissement pour jouer justement la sortie de ce conflit, reconstruction du pays, infrastructure, etc., qui ont très très bien marché en fin d'année dernière et tout début d'année, et puis qui se sont essoufflés. Parce que justement, on a vu un petit peu la thématique disparaître. Donc, c'est probablement l'occasion d'y revenir. Et en plus, quelque part, c'est les deux faces d'une même pièce. Pour la plupart, c'est des sociétés dites à longue duration. Et je pense que le deuxième thème qu'on joue pas trop non plus pour l'instant en Europe, c'est cette fameuse baisse des taux qui va devenir vraiment réelle et qui va redonner des couleurs à tous ces secteurs dits à longue duration. Donc, pour deux raisons. Soit parce que dans leurs activités, ils ont de la dette. Je pense notamment aux utilities, donc les entreprises qui produisent de l'énergie, qui ont très bien fonctionné depuis le début de l'année, mais ça peut continuer avec cet effet-là. Grâce à l'effet taux. Exactement, et puis pour la plupart, elles sont très européennes, centriques européennes, donc finalement, vous êtes un petit peu tranquille en termes d'exposition vis-à-vis des annonces outre-Atlantique. Il y a également l'immobilier, les foncières européennes, c'est un thème qui a été très très délaissé pendant un moment, qui en termes de valorisation est attractif et qui va bénéficier de cette baisse des taux. Voilà, nous c'est ça qu'on regarde en ce moment et ça coche à la fois la case de potentiellement des entreprises qui vont être impliquées dans la reconstruction de l'Europe de l'Est, des entreprises qui sont effectivement plutôt des modèles endettés et qui du coup vont bénéficier de la baisse des taux, et en plus des entreprises qui sont plutôt européennes dans leurs activités, assez immunes finalement de tout ce bruit outre-Atlantique. Donc ça nous plaît bien. Pour ce qui est de l'ISR, vous avez raison, mais l'ISR est tellement protéiforme qu'il n'y a pas tout dedans. La thématique qui revient très fort depuis le début de l'année, pour l'instant c'est la seule d'ailleurs, c'est celle du climat. Ouais. Et ça c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il faut voir l'écartement qu'on a vécu fin 2024 au moment de l'élection de Donald Trump, qui a été violent. Moi j'ai jamais vu dans ma carrière un tel écart. En revanche, c'était le moment d'y aller, parce qu'effectivement les valeurs dans ces thématiques-là se sont très bien reprises, à part un secteur, et sur lequel il faudra toujours être vigilant, je pense, les énergies renouvelables. Les énergies
énergies renouvelables sont structurellement moins rentables, pour plein de raisons que je ne vais pas détailler maintenant, et qui font que, mais le thème du climat, c'est super diversifié. Et je voulais reprendre ce que vous aviez dit tout à l'heure, avec lequel je suis assez d'accord. On pense défense en ce moment, attention, il y a beaucoup de choses qui ont été pricées. Il ne faut pas être monothématique, il ne faut pas être monosecteur dans ces allocations, surtout pas. Derrière défense, il y a souveraineté en fait dans les messages européens, et du coup là, c'est beaucoup plus large. Il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Léa Dunant-Châtelet. Je rappelle que vous êtes gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Merci Benoît Vesco, président de Delibac Asset Management. Et merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème. Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Je vous propose de retrouver tout de suite l'interview de Philippe Bolopion, Managing Director, responsable de la stratégie Liberty chez Tobam. Il répondait aux questions de Grégoire Favet il y a quelques jours sur la thématique « Peut-on investir dans la démocratie et si oui, comment ?» Absolument. D'abord, je pense qu'il y a finalement peu de gens qui réalisent que la démocratie est en recul dans le monde, et avec la démocratie, c'est aussi les droits de l'homme qui sont en recul. C'est une tendance qui est quand même assez lourde. 20 ans de déclin, année après année, c'est quelque chose de sévère. Les organismes qui suivent la démocratie dans le monde, que ce soit The Economist Intelligence Unit ou Freedom House ou le Videm Institute en Suède, par exemple, tous les ans, ils essayent de trouver des nouveaux titres pour leur rapport. La démocratie en danger, la démocratie en recul, la démocratie sur la défensive. Mais finalement, le monde devient de moins en moins démocratique, de moins en moins libre. Et c'est évidemment un sujet de préoccupation pour les citoyens, mais c'est également un sujet de préoccupation pour les investisseurs, parce qu'il y a énormément de raisons de penser que l'autocratie, c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour l'économie et c'est pas bon pour les investisseurs. Oui, mais même plus que quelques raisons, Philippe, tout ça est très documenté. Il y a des travaux de recherche, des travaux académiques, et encore récemment, on en discutait en préparant l'interview, Philippe, mais Daron Acemoglu, le grand économiste du MIT, prix Nobel, travaille sur ces sujets. On n'est pas dans le sentiment ou la perception de quelque chose là. Non, tout à fait. Ce que je dirais, c'est que d'un point de vue universitaire académique, le phénomène est quasiment, je dirais, incontestable au niveau macroéconomique. Donc Daron Acemoglu et ses co-auteurs peuvent montrer qu'au cours des dernières décennies, systématiquement, quand un pays passe de l'autocratie à la démocratie, les choses s'améliorent, eh bien le PNB par habitant augmente systématiquement. Et quand un pays connaît la trajectoire inverse, de démocratie à autocratie, la situation se détériore, eh bien le PNB par habitant se détériore également. Donc c'est, je dirais, bien établi au niveau macroéconomique. La nouveauté du travail de Tobam, de la recherche de Tobam, c'est la capacité de montrer que ce qui est vrai au niveau macroéconomique est aussi vrai au niveau microéconomique, au niveau des entreprises, et que donc l'autocratie, c'est pas bon pour l'économie, mais c'est aussi pas bon pour les entreprises qui y sont soumises. Ouais. Yves Chauffetier a cette image magnifique de la courbe en J inversée, c'est-à-dire que l'autocratie au tout début, oui, ça peut apporter un peu quelque chose de soi-disant bénéfique, qui peut se mesurer en tout cas en matière de résultats économiques, mais très vite et à long terme, ce sont beaucoup de dommages et de douleurs qui sont infligés, et je reste dans la sphère purement économique. Purement économique, effectivement. Yves aime bien dire que la décennie la plus profitable au XXe siècle, l'endroit le plus profitable, c'était l'Allemagne nazie entre 1933 et 1943. Un exemple plus récent, c'est la Russie de Poutine, qui, si pour un investisseur habile, était profitable, jusqu'à la guerre en Ukraine, où les investisseurs perdent tout, et pas seulement les investisseurs dans des boîtes russes, mais aussi les investisseurs dans des boîtes occidentales, françaises, américaines, canadiennes, qui elles-mêmes étaient très investies en Russie et ont énormément perdu au moment de l'invasion de l'Ukraine. Si on rentre dans le détail de la stratégie, comment vous avez défini l'univers d'investissement ? Enfin, quels sont les critères, d'ailleurs, qui ont pu être exclusifs, j'imagine, pour certaines entreprises ? Qu'est-ce que vous regardez ? Jusqu'à quel degré d'ouverture à la démocratie ? Je parle de l'environnement dans lequel opèrent ces entreprises. Jusqu'à quel degré d'ouverture à la démocratie est-ce que vous êtes prêt à aller ? Et qu'est-ce que vous regardez concrètement du point de vue micro ? Est-ce que c'est le nombre d'implantations d'une entreprise dans un pays
pays qui est border en termes de démocratie? Est-ce que c'est la part du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la part des investissements? Qu'est-ce qui forme justement l'univers d'investissement de la stratégie Liberty? Je dirais que c'est un peu le mariage de la science politique et de la finance quantitative, et c'est un peu la beauté pour moi de cette stratégie. Mais d'abord, il faut qu'on définisse notre univers d'investissement. Donc quand on dit autocratie, démocratie, et la démocratie, ça se mesure de manière, je dirais, presque scientifique. Objective, par des experts qui publient des rapports tous les ans en regardant des tas de critères. La démocratie, c'est bien plus que des élections. Vladimir Poutine a été réélu avec 80% de voix. Il y a des élections dans les pays autocratiques tout le temps, donc il faut mesurer des tas de facteurs. Et je dirais, notre approche, c'est d'exclure vraiment les autocraties qui sont presque indécrottables d'une certaine manière. Endémiques, quoi. Exactement. Donc on n'exclut pas des autocraties, des démocraties imparfaites, mais on va vraiment exclure les pays dont on ne peut pas prétendre que ce ne sont pas des autocraties. Non. Pourquoi ? Parce que c'est là que le danger est. C'est quand on est soumis aux décisions d'un gouvernement qui n'a de compte à rendre à personne, ni à son opinion publique, son électorat, sa presse, sa société civile, qui peut prendre des décisions qui bénéficient uniquement l'entourage du dirigeant ou ses vues géopolitiques. Et ça, évidemment, ça a un coût pour les investisseurs. Donc, étape 1, on va éliminer du portfolio toutes les entreprises qui sont listées dans des pays autocratiques. Et ce n'est pas un jugement sur la valeur de l'entreprise, c'est un jugement sur le fait que si on est Alibaba, on a peut-être un super business, mais le patron d'Alibaba peut dire quelque chose de vaguement critique des autorités chinoises et disparaître pendant plusieurs mois de la circulation. Et ça va impacter le cours de l'entreprise. Donc, première étape, on élimine du portefeuille les entreprises qui sont listées dans des pays autocratiques. Deuxième étape, et peut-être la plus importante et la plus originale, c'est qu'on va regarder chaque action, chaque entreprise qui reste dans le portefeuille, et on va mesurer de manière quantitative son exposition au marché chinois, au marché russe, au marché turc, son exposition à tous les pays autocratiques, en regardant tout simplement la corrélation entre le cours de cette action et le cours de ces marchés-là. Et de cette manière-là, on va pouvoir identifier de façon très précise quelles sont les entreprises qui sont les plus exposées aux pays autocratiques. Donc, si on prend une boîte comme Volkswagen, une boîte allemande, bien sûr, eh bien, on se rend compte que Volkswagen est très, très dépendant de la Chine. Beaucoup de son business est en Chine. Jusqu'à récemment, Volkswagen avait une usine d'ailleurs dans la région du Xinjiang, la région des Ouïghours, où il y a des crimes de masse commis par les autorités chinoises. Et donc, si Volkswagen est très exposé à la Chine, eh ben, nous, on pense que sur le long terme, ça va coûter en termes de performance. Et donc, on va essayer de diminuer notre exposition à ces entreprises qui sont elles-mêmes très exposées aux pays autocratiques. Ça donne un fonds, alors s'il y a une approche quantitative, c'est un fonds qui a beaucoup de positions, beaucoup de lignes aujourd'hui, Philippe ? Oui, c'est un fonds qui a moins de lignes que les indices de référence, mais qui reste très diversifié. En fait, on peut construire un portefeuille qui est exposé de manière minimale à l'autocratie, tout en restant finalement assez proche du marché, sans prendre de gros biais en termes de secteur, par exemple, ou des biais par rapport aux facteurs de risque qui sont connus des chercheurs. Nous, on pense que la nouveauté pour Tobam, c'est vraiment d'avoir découvert un facteur de risque qu'on appelle le facteur de risque autoritaire, qui se cache dans les portefeuilles, qui n'est pas observé, qui n'est pas étudié, qui pourtant a un impact profond sur la performance des entreprises. Et c'était vrai dans les 20 dernières années, on le voit à travers notre recherche quantitative, c'était vrai dans les 20 dernières années, qui étaient des années plutôt pacifiques, je dirais de globalisation heureuse. De la paix, oui. Mais beaucoup d'experts géopolitiques pensent qu'on est rentré dans une nouvelle ère géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et c'est une ère qui va être marquée par une opposition frontale entre les États-Unis et la Chine, dans une moindre mesure la Russie. Et cette opposition va créer des conflits, des guerres qui vont vraiment faire des ravages dans les marchés financiers. Et nous, notre intuition, c'est que peu de gens sont préparés à ça. Et notre approche Liberty, c'est une façon presque systématique de gérer ce risque. Il y a une forme de déni encore dans la communauté de l'investissement mondial, même si c'est des sujets dont on parle tous les jours. J'en suis le témoin ici, mais dans la construction de portefeuille, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement intégré. C'est une stratégie qui existe depuis 2 ans, qui a été backtestée également. Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement de la stratégie dans ces moments de volatilité géopolitique, par exemple ? Tout à fait. Je dirais depuis que la stratégie
stratégie est live depuis 2 ans, les résultats sont excellents, même meilleurs que les résultats qui ont été backtestés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute nous avons raison, que sans doute être soumis à des pays autocratiques sur le long terme, eh bien ça coûte. Ouais. Et c'est intuitivement assez facile à comprendre, mais c'est autre chose de le mettre en œuvre dans une approche de portefeuille. L'investisseur a besoin d'un peu plus qu'une intuition parfois, c'est ça Philippe. Exactement, mais je pense qu'on parle beaucoup à Tobam, à de grands investisseurs, des grands fonds de pension nord-américains par exemple. Moi je suis basé à New York, et dans ces grands fonds de pension, la préoccupation principale en ce moment c'est le risque géopolitique. Beaucoup de ces fonds de pension embauchent des équipes d'experts géopolitiques, d'experts du risque. Il y a un livre que j'aime beaucoup du responsable du risque géopolitique de la Caisse des dépôts du Québec, la CDPQ à Montréal. Il s'appelle Guillaume Calonico et son livre, ça s'appelle Le réveil géopolitique de la finance. Et sa thèse, c'est qu'on entre dans un monde de guerre et que le monde de la finance n'est pas prêt pour ça. Comment s'en servent justement les clients, là, ceux qui achètent la stratégie? Est-ce que pour eux c'est un moyen de couverture dans un portefeuille global, forcément exposé encore aujourd'hui, j'imagine, à ces risques autocratiques? Ou est-ce que vous le vendez comme un levier, j'allais dire, presque de performance absolue, Philippe? Je dirais qu'il y a il y a plusieurs cas de figure. Ouais. Il y a effectivement des gens qui pensent que nous avons mis le doigt sur un facteur de risque que personne ne voit et que plus tôt on en bénéficie, et bien plus on peut faire de profit en exploitant ce facteur de risque. Il y a effectivement des gens pour qui c'est une allocation satellite, d'une certaine manière, qui va performer beaucoup mieux si... Mettons de la science-fiction géopolitique, si demain la Chine envahissait Taïwan par exemple, eh ben, il est très probable que les marchés prendraient un coup très sévère. Notre stratégie sans doute se comporterait beaucoup mieux, donc c'est une façon de se protéger contre ce type de risque. Et puis il y a aussi des investisseurs qui tout simplement, pour des raisons je dirais plus éthiques, ne veulent pas être investis dans des pays autocratiques. Ça leur plaît pas de savoir que leur argent va dans des boîtes chinoises, des boîtes russes qui sont exploitées par les autorités de ces pays pour ensuite saper la démocratie, non seulement en Chine et en Russie, mais aussi essayer d'influencer des élections au Canada, en Europe, aux États-Unis. Et c'est un peu le drame de ces 20 dernières années, c'est que nous avons investi massivement dans des entreprises russes et chinoises en espérant faire des profits. La plupart des gens n'ont pas fait de profit, mais par contre, les régimes russes et chinois ont profité de cette manne. Ils se sont accaparés ces profits, ils s'en servent pour essayer de saper la démocratie globalement, pour vraiment influencer le cours de la démocratie jusque dans des pays comme la France, les États-Unis, le Canada, l'Australie, et on en voit des preuves quasiment tous les jours. Un mot rapide pour finir, Philippe, parce que l'actualité de la stratégie, c'est qu'elle est désormais déclinée sous forme d'ETF. Pourquoi? Parce que c'est l'accès à une clientèle différente, c'est le sens de l'histoire? C'est un ETF américain listé sur la bourse de New York, lancé avec un partenaire, une firme texane qui s'appelle Westwood. Et l'intuition de Westwood, c'est qu'il y avait vraiment un marché retail, un marché au-delà des grands fonds de pension, des grands investisseurs auxquels on parle, qui est sensible à ces thématiques, des gens qui veulent tout simplement pas que leur retraite ou leurs économies soient investies en Chine, en Russie, en Turquie, en Arabie Saoudite. Voilà, c'était donc l'interview de Philippe Bolopio, Managing Director responsable de la stratégie Liberty chez Tobam. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Smart Bourse et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Bourse sur Be Smart for Change. À demain.